démarrer l'épisode, je tiens à préciser que j'ai eu un problème de branchement de mon micro lors de l'épisode et donc j'ai dû couper un petit peu des fréquences de son, ce qui fait que c'est normal que durant l'épisode, j'ai une voix où on dirait que je parle un petit peu la bouche pleine ou je ne sais quoi. Heureusement, la voix de Marius, qui est l'invité de ce podcast, n'est pas vraiment influencée par ces changements lors du montage de l'audio. Donc je vous souhaite à tous un bon épisode, mais voilà, je tenais quand même à vous prévenir que ma voix est assez bizarre, même si ça reste assez compréhensible. Désolé pour le dérangement et je vous souhaite un très très bon épisode. Et salut à tous, bienvenue sur un nouvel épisode du podcast Nourrit ta santé. Aujourd'hui, je suis dans un nouvel épisode accompagné de Marius. Salut Marius. Salut Raph, ça va? Ça va et toi? Ça va nickel, merci. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode où on va parler de catégories, de tout ce qui est sport et plus principalement de comment se préparer à une compétition quand on est dans un sport à catégorie de poids. Et avant de démarrer cet épisode avec Marius, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, alors du coup, moi je suis préparateur physique et sport scientist. Donc je suis encore dans mon cursus universitaire, j'ai repris mes études. Je suis plutôt spécialisé sur les sports de force, donc force athlétique, haltérophilie. Mais bon, je peux intervenir un petit peu sur beaucoup d'autres disciplines. Et, et puis voilà, enfin, j'ai fait d'autres petites choses avant. J'ai eu une carrière un petit peu dans l'ingénierie assez courte, après dans l'armée, etc. Ok. Donc j'ai essayé un petit peu divers champs, mais ça nourrit un petit peu ma manière de penser, ma manière de faire aujourd'hui. Puis voilà quoi. Ok, ça marche. Et du coup, aujourd'hui, tu es ici pour nous parler justement de sport à catégorie de poids. Et ça, avec tout ce qui est haltérophilie, etc., tu connais bien. Et justement, est-ce que tu pourrais déjà, comme première question, nous dire à quoi correspondent les sports à catégorie de poids? Euh, Ça peut être vaste comme question finalement, Ouais, parce que des sports à catégorie de poids, donc on retrouve les sports de force, donc comme on a dit, l'haltéro et la force athlétique. Par contre, par exemple, le strongman n'est pas un sport à catégorie de poids, euh, ok, malgré que ça reste un sport de force. Il y a d'autres disciplines qui ont des catégories, alors peut-être plus ou moins marquées. Je pense par exemple à l'aviron, il me semble il y a deux catégories. ok, Donc en gros, c'est les petits et les gros, quoi, pour faire simple. ok, d'accord, Ça va chercher un peu plus loin. Le kettlebell sport aussi, il y a des catégories de poids, mais beaucoup moins marquées. Euh, et après, on va retrouver aussi les sports de combat, ouais, qui eux sont relativement bien définis. Alors c'est pas forcément ma spécialité, mais on retrouve de toute façon un panel de catégories de poids dans ces sports-là, que ce soit les sports de percussion, donc qui va être plutôt les sports un peu type boxe, ou les sports même de prévention, donc plutôt judo, jiu-jitsu, etc. Là, on va retrouver des catégories de poids et les retrouve aussi du coup en MMA, par exemple, qui est, ouais, comme son nom l'indique, un mix de ces différents sports. ok. Et justement, donc là, on va parler des compétitions, de tout ce qui est préparation en compétition pour ce type de sport. Est-ce que, globalement, tu pourrais nous expliquer comment est-ce que ça se déroule une compétition pour un sport à catégorie de poids? Alors, je vais prendre l'exemple de ce qui se passe en force et en haltéro, et je Ouais, donnerai quelques petits contre-exemples du coup de comment ça se passe en sport de combat, par exemple, parce qu'il y a quelques petites choses qui peuvent différer. En, en force, en haltéro, pareil, je vais prendre les fédérations officielles, parce que par exemple, en force athlétique, il y a plusieurs fédérations possibles, avec des réglementations qui sont un petit peu différentes. ok, Mais à l'IPF, donc et l'IWF, les pesées se déroulent en fait 2 heures avant le début de la compétition, systématiquement. Ça veut dire que les arbitres commencent à effectuer la pesée exactement 2 heures avant que la première barre soit lancée sur le plateau. ok, Donc à ce moment-là, l'athlète en fait, il se doit d'être dans sa catégorie de poids. Après, ce qu'il fait entre la pesée et la première barre, ça c'est son affaire. ouais, Et voilà, alors, je vais prendre mon exemple. Moi, je tire en 73 kilos en haltéro. Euh, Si à la pesée, je suis à 73 pile poil, donc la catégorie de poids s'arrête à 73 pile poil, ok, d'accord?
Donc si je suis à 73,00, je bascule pas dans la catégorie au-dessus. Par contre, si je suis à 73,01, j'exagère, mais parce qu'il y a en réalité une tolérance, mais je basculerai du coup dans la catégorie au-dessus qui est la 80 kg. Ok. Bon. Mais voilà, si au moment où je commence ma compétition, je suis à 74, 74,5 parce que j'ai remangé, parce que j'ai rebu, etc., ça, c'est pas grave. D'accord. Ce qui Ok. compte, c'est au moment de la pesée. C'est ça qui va être qui va être l'élément déterminant. Après, dans d'autres sports, je pense notamment aux sports de combat, généralement, les pesées sont beaucoup plus éloignées du combat. Et du coup, ça laisse beaucoup plus de temps à l'athlète de, de remanger, de se réhydrater, etc. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de, de cuts un petit peu plus extrêmes dans ces sports-là. Ouais. Et avec aussi la particularité que dans les sports comme la force athlétique ou l'haltéro, finalement, nos qualités athlétiques vont être extrêmement dominantes sur la performance. Hmm. Et du coup, on ne peut pas se permettre en fait d'avoir une fatigue excessive, d'avoir des pertes de force et de capacité de puissance trop grandes. En sport de combat, il y a quand même une dimension technique et tactique qui est plus importante en termes de proportion. Ouais. Et on peut éventuellement se permettre de cutter un petit peu plus sur les qualités athlétiques, alors toute proportion gardée bien sûr, mais avec la potentielle victoire malgré tout. Ok. Donc c'est pour ça peut-être on voit des choses un petit peu plus extrêmes en sport de combat que ce qu'on peut voir en sport de force. Des mecs, enfin je pense qu'on a tous cette image en tête, le mec qui va courir avec son kawaii ou tu vois, Ouais, qui fait ouais. le saut dans la bagnole avant d'aller sur la balance. Bah, ça c'est des trucs en sport de force, on le verra pas parce que au final c'est c'est se tirer une balle en pied. Hmm. Ouais, mais après, le cliché pour avoir fait de la boxe en club, j'en avais plein, ils faisaient de la compète assez haut niveau. Et le cliché était réel, enfin, c'est-à-dire que des fois, pendant qu'on faisait nos cours et tout, t'en voyais un avec son kawaii, sa corde à sauter, qui se préparait à sa compétition dans quelques jours. Enfin, tu vois, il y a vraiment ce truc-là, limite, ils sont prêts à se déshydrater comme pas possible parce que ils vont peser moins lourd, enfin, des choses comme ça, tu vois. C'est assez cool. Ouais, ouais, ouais. C'est c'est des pratiques qui sont malgré tout assez courantes. Alors après c'est peut-être on va dire des us et coutumes qu'il y a dans certains sports aussi qui n'ont pas toujours évolué. Alors ce qui se passe à haut niveau généralement est assez bien encadré Ouais, parce qu'il y a toujours des staffs autour, etc. euh, qui généralement sont assez à jour sur les connaissances scientifiques à ce niveau-là, mais souvent dans les beaucoup plus petits clubs, bah, c'est pas toujours le cas. Et enfin, ça marche aussi pour les sports de force, hein, bien sûr, hmm, où il y a des gens qui sont des fois restés un petit peu sur les formations initiales qu'ils ont eues. Euh, et au final, bah, on s'aperçoit que ce qu'ils ont fait, alors soit sur leur formation initiale, soit par expérience, mais il y a pas eu cette évolution derrière. Et puis finalement, ils sont restés dans des choses qu'ils avaient pris pour acquis, qui n'est pas forcément optimales et qui ont été infirmés, réfutés, etc. depuis, et où on a trouvé d'autres méthodologies qui sont plus safe potentiellement. ouais, c'est ça. Et justement, toi, de ton point de vue au niveau de ces compétitions à la catégorie de poids, est-ce que tu as une idée du temps qu'il faut pour se préparer à une compétition dans ce type de sport? Même si ça doit être très La bonne variable. réponse, voilà, la bonne réponse, c'est évidemment, ça dépend, Ouais, comme d'hab. Euh, je vais donner plusieurs cas. Euh, je te prends le cas, par exemple, de quelqu'un qui débute. Alors, je vais prendre uniquement la partie force athlétique haltéro parce que j'ai pas coaché en sport de combat. ok, Donc, je peux pas, en tout cas pas pour des compétitions à catégorie de poids, etc. Mais je vais prendre essentiellement les sports de force comme exemple. Mais un athlète qui est un tout jeune athlète qui fait sa première compétition, par exemple, je vais pas lui donner de notion de catégorie de poids.
Ok. On s'en fout. C'est pas l'objectif. De toute façon, si c'est une première compétition, généralement, il n'y a pas un objectif de qualification, de victoire, de machin, ça on s'en cogne. Euh, Souvent, c'est juste histoire de monter sur le plateau et savoir un petit peu ce que ça, avoir les sensations, avoir l'expérience de la Ouais. compétition. Donc, par exemple, je sais qu'en force athlétique, il y a certaines fois des compétitions qui sont ce qu'on appelle à l'indice. Ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de catégorie de poids, c'est tout le monde tire. Et ensuite, c'est l'indice IPF, donc c'est un système de scoring de points Ok. euh, qui te classe les athlètes. Et en fait, c'est ça qui fait le classement à la fin. Donc là, pour le coup, on passe sur la balance pour pouvoir calculer cet indice-là, mais c'est pas ça qui va dire si tu vas concourir contre des mecs beaucoup plus forts que toi ou beaucoup plus faibles que toi. Ça Hmm. changera rien. Tout le monde tire en gros dans la même catégorie. Ok. Donc ça permet d'éliminer une certaine pression pour l'athlète. Hmm. C'est surtout dans ce but-là. En haltéro, c'est pareil, les compétitions par équipe, souvent, c'est par indice. Donc ça peut être intéressant de le faire comme ça, surtout quand il y a des compétitions par équipe, il y a une certaine émulation collective, etc., qui se met en place. Et, euh, et pour quelqu'un qui débute, souvent c'est très intéressant de le faire sous ce format-là. Ok. Si c'est pas possible, ça m'est déjà arrivé de coacher quelqu'un pour qui il n'y avait pas l'opportunité de le faire. Euh, je lui ai dit, bah écoute, va sur la balance et tu tireras dans la catégorie du jour, on verra, on s'en fout. Euh, c'est il y a pas un besoin de chercher une catégorie ou une autre. Alors là, pour le coup, c'était quelqu'un qui était un petit peu entre deux, quelqu'un qui est pile poil à l'intermédiaire entre deux catégories, entre deux limites de catégories. Généralement, il se pose pas trop la question. Mais quelqu'un Ouais. qui est un petit peu grand d'oreille, parce que souvent les gens qui débutent, ils commencent à s'interroger sur ce genre de questions, ce genre de trucs. Alors, pas tous, mais ça arrive. Et ils disent oui, tu penses que je devrais tirer plutôt en telle catégorie, en telle catégorie. Je dis vas-y, monte sur la balance, on verra où t'es et tire, c'est bon. Le Ouais, c'est reste, ça. on verra plus tard. Mais dans un Ok. premier temps, voilà, faut éliminer, je pense, cette pression qui est pas forcément utile pour quelqu'un qui débute dans ce type de sport. Après, pour quelqu'un qui est un petit peu plus avancé, euh, la préparation, elle va être, euh, elle va être un petit peu différente. Souvent, on va chercher à essayer d'optimiser une catégorie. Donc, ça veut dire, je reprends mon exemple en 73 kilos. À l'année, je suis quasiment jamais à 73 ou moins. Je suis plutôt à un petit peu plus. Donc je vais être à 74, 75, peut-être un petit peu plus même en off-saison. Mais l'objectif, ça va surtout être de maximiser le potentiel athlétique, donc notamment par la quantité de masse musculaire. Ouais. Et, et peu de temps avant la compétition, on va faire une cut et essayer d'atteindre en fait cette catégorie de poids. On va essayer, l'objectif c'est d'être le plus borderline possible en finale. Faut être très, très honnête. Si je peux arriver sur la balance et être à 73 pile poil, pour moi, c'est une cut qui est parfaite, quoi. Mais finalement, si j'arrive sur la balance à 72, j'ai raté ma cut. Même si c'est, entre guillemets, une meilleure performance pour la cut, Ouais, c'est ça. mais pour le coup, voilà, c'est pas forcément une très bonne chose. En tout cas, pas toujours. Mais, euh, mais voilà. L'idée, c'est de chercher à vraiment optimiser le potentiel athlétique toute l'année. Parce que bah, quand on est plus lourd, on est plus fort. Quand on a une meilleure facilité même de récupération, etc. Donc, on a intérêt à être un petit peu plus long. Euh, mais après, voilà, ça va, selon de où on part et où on veut arriver, finalement, c'est la marge entre les deux qui va définir un petit peu le temps nécessaire à la préparation. Si Ok. on est vraiment très loin de la catégorie, tout simplement, à un moment donné, il va peut-être falloir faire un déficit calorique, tout simplement. Hmm. Euh, donc là, on va pas le faire proche de la compétition, on va le faire même, on va essayer de le faire relativement éloigné. Euh, alors, moi, c'est mon peut-être un parti pris, mais pour moi, un mois avant la compétition, si on doit encore faire un déficit calorique, c'est que ce sera pas une bonne compétition, quoi. Ouais, au niveau de la Parce fatigue. que, ouais, voilà, exactement. Exactement, la fatigue, du coup, la rentabilité des entraînements, etc. Enfin, tu vois, Ouais. on n'est pas dans quelque chose de propice. Si un déficit,
s'arrête un mois avant la compète, déjà, je trouve ça un peu limite, mais ça peut encore le faire. Ok. Mais voilà, c'est peut-être un parti pris, pas forcément toujours juste. Hein. De toute façon, comme tu disais, ça dépend de beaucoup de paramètres, mais on va essayer de le faire comme ça. Par contre, quelqu'un qui est dans une certaine limite, donc les cuts avant compétition, donc les water cuts, on peut atteindre. Alors, il y a certains papiers qui donnent jusqu'à 5% du poids de corps, donc ça me paraît vraiment énorme. Euh, mais voilà, jusqu'à 2%, 3% du poids de corps, euh, ça me semble pas utopique. Et à ce moment-là, on peut se permettre de le faire sur une water cut beaucoup plus concise. Et à ce moment-là, on n'est plus en déficit calorique, on cherche plus à perdre du gras, on cherche essentiellement à perdre de l'eau qu'on va récupérer entre la pesée et le début du plateau. Hmm. Et à ce moment-là, du coup, la préparation a un timing bien différent. Ok. Et l'un n'empêche pas forcément l'autre. Enfin, si on a fait un déficit calorique un mois et demi avant, on peut toujours peaufiner avec une water cut. Généralement, c'est ce qu'on cherche. Parce que sinon, ça voudrait dire que le déficit calorique qui a été fait avant, soit il a été plus long, soit il a été plus agressif. Ouais. Mais enfin, voilà, on peut pas perdre sans avoir une certaine dette, une dette énergétique quelque part. Ok. Et justement, là, tu as un petit peu parlé de l'aspect d'études caloriques, de pas le mettre trop proche de la compétition, etc. Et j'avais une question, donc ça revient un petit peu sur les points que tu as dit, que des différents paramètres à prendre en compte. Mais pour ça, est-ce que tu as des idées des grandes étapes de préparation et on va dire, les facteurs qui influencent le plus la préparation physique sur une compétition? Très vague Comment comme ça? question. C'est-à-dire Ouais, un petit peu, tu vois, par exemple, là, tu as dit que la durée de préparation dépendait énormément d'une personne à l'autre. Mais est-ce que toi, quand tu prépares quelqu'un, est-ce qu'on va dire, tu as un certain protocole, c'est-à-dire tu as, on va dire, plusieurs étapes, comme par exemple, première étape, je sais pas, on prépare l'athlète, on définit sa catégorie, après on va vers la catégorie, après on refocus sur les... Enfin, est-ce que tu as un peu des étapes, ouais, enfin, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Bah, encore une fois, ça va être très, très athlète dépendant. hum, Parce que c'est vrai qu'il y a un élément que j'ai pas mentionné non plus, c'est que bah, des fois, en fait, il y a des athlètes qui cherchent à changer de catégorie. ok, Ça peut arriver. Quelqu'un qui va, par exemple, faire une saison. C'est comme si, par exemple, moi, je cherchais voilà, à faire une saison en 73 et que l'année d'après, je cherchais à faire une saison en 80. Donc, hum, et évidemment, je vais pas, entre la fin de la première saison et le début de la deuxième, je vais pas prendre 8 kilos de muscle. C'est pas possible. On est ouais, bien d'accord. Donc là, le principe du surplus calorique, on va améliorer un petit peu le développement athlétique, etc. Et la prise de muscle va se faire en même temps. Mais souvent, avant d'atteindre, on va dire, l'optimisation dans une catégorie de poids, il y aura plus qu'une saison d'écart. En tout cas, pour un athlète qui est déjà un petit peu avancé. ok, Parce que voilà, le gap de 8 kilos, alors je disais 8 kilos de muscle, en réalité, je ne prendrais pas 8 kilos de muscle, mais même si c'est 6 de muscle et 2 de flotte et de gras, dans tous les cas, je ne les prendrais pas en un. En tout cas, pas arrivé maintenant. ok, Mais, donc, il va falloir du temps. Donc, effectivement, ça va. Pour revenir à ta question, en fait, selon l'athlète, il y a des athlètes qui sont déjà relativement optimisés dans leur catégorie de poids et qui ne veulent pas en changer. Donc, à ce moment-là, finalement, il y a beaucoup de travail qui est déjà plus ou moins fait, en ok, fait, parce qu'ils ont l'habitude d'être à ce poids de corps-là. Ils ont leurs habitudes aussi pour être à leur bon poids lors de la pesée. ouais, Souvent, c'est pas leur premier essai. Donc, ils ont leurs petites habitudes, même un truc tout bête, mais ce qu'ils vont manger après la pesée, avant de commencer à s'échauffer, bah là, ils ont peut-être peaufiné un petit peu leur truc et, et ils ont des habitudes qui leur réussissent. mhm, Et si c'est pas le cas, bah, on essaie de trouver des solutions, on essaie d'en discuter, éventuellement on échange avec d'autres entraîneurs, d'autres diètes, d'autres voilà, on essaie toujours de trouver des solutions. Et, euh, et puis, euh, et puis après, tu as des gens aussi
comme on disait tout à l'heure, qui débutent, qui ont fait leur première compétition et qui après se disent bah, tiens, est-ce qu'il faut que je aille plutôt dans telle ou telle catégorie. Là, c'est peut-être un peu différent où il va falloir avoir une réflexion un petit peu plus poussée parce qu'on n'a pas d'autres informations de base, tout simplement. Ouais. Donc, en fonction de l'avancée, on va dire, enfin l'avancée de l'entraînement de la personne, etc., on va orienter plus ou moins vers l'une ou l'autre des catégories. Alors souvent, on se retrouve soit borderline entre deux, soit pile poil entre deux. Mais je veux dire, par exemple, mon choix peut pas se dire, bah tiens, il faut que je fasse un choix entre 61 et 89, tu vois. Ouais, bah oui. C'est absurde. Enfin, ça sera plutôt, voilà, est-ce que c'est plutôt 73 ou 81? Est-ce que c'est 67 ou 73? Tu vois, c'est d'une catégorie à l'autre, mais pas plus. Euh, et en fait, on va réfléchir en fonction de l'avancée d'entraînement dans la discipline de la personne, mais de son avancée dans l'entraînement aussi tout court. Parce que des fois, on a des gens qui arrivent à l'haltéro ou à la force, mais qui ont déjà fait d'autres sports avant, qui ont un niveau athlétique qui est relativement déjà intéressant. Ouais. Et à ce moment-là, on sait que ces gens-là, on va pas pouvoir leur faire prendre 10 kilos de muscle par an, quoi. Donc on va peut-être pas chercher à leur faire prendre beaucoup, parce que ça serait bête, ça serait pas utile. Ils ne vivraient pas bien non plus. Et en plus de ça, ce serait contre-productif tout simplement, quoi. Okay. Donc voilà, il y a vraiment deux versants on va dire de l'âge d'entraînement à prendre en compte. C'est l'âge d'entraînement dans la discipline, mais l'âge d'entraînement tout court. Si c'est quelqu'un qui a débuté l'haltéro ou la force en même temps qu'il a débuté le sport, on va dire, ça va être autre chose que quelqu'un qui me dit, en fait, voilà, ça fait 20 ans que je fais du sport, j'aimerais me mettre à l'haltéro et je veux faire autre chose. Et quand tu creuses un petit peu, selon ce que la personne a fait, s'il me dit qu'elle a fait, je sais pas, de l'athlétisme, du rugby ou des trucs comme ça, qui sont des disciplines où le développement athlétique est quand même assez important, on n'aura pas du tout la même réflexion que quelqu'un qui vient d'un état sédentaire. Ça, c'est clair. Bah ouais. Ok. Donc c'est intéressant parce que ton exemple déjà du changement de catégorie, ça montre en fait qu'une préparation peut aussi bien se réfléchir à plus d'une saison en avance par rapport à quelqu'un qui peut faire, ça peut se faire en que quelques mois, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Et puis, au final, il y a aussi le souhait de l'athlète à prendre en considération, tout simplement. Il y a des athlètes qui vont se dire, parce que je repense à un exemple que j'ai en tête là, quelqu'un qui voulait, que moi j'aurais bien vu être très optimisé dans une certaine catégorie. La fille, elle était dans la catégorie en dessous et elle préférait y rester. Ok. Parce qu'elle se sentait bien avec ce poids de corps-là, etc. Moi, je lui ai donné objectivement, j'ai dit, voilà, moi je pense que tu serais plus optimisé là-dedans. Après, si toi tu veux rester dans cette catégorie-là, on restera, on optimisera dans cette catégorie-là. Parce que je préfère avoir quelqu'un qui est bien dans sa tête, même si c'est pas optimal. De toute façon, c'est pas quelqu'un qu'on aurait fait sa carrière, de toute façon. Oui, voilà. Elle en vit pas. Donc, c'est pas l'important. L'haltéro, c'est 1 à 2% de sa vie. Donc, ça servait pas à grand chose de l'amener sur quelque chose de frustrant, de chiant pour elle, etc. Et ça peut être voilà, quelque chose de comme ça. Et puis il y a des gens aussi, ils viennent, ils commencent à se mettre à faire de l'haltéro, à faire de la force, et puis finalement ils font une petite compète ou deux. Et puis, enfin, tu vois, en fait, ils se mettent un petit peu au fur et à mesure dedans, mais sans chercher forcément la grosse performance. Donc eux, voilà, ils se retrouvent peut-être au milieu d'une catégorie de poids, mais ça les intéresse pas d'optimiser leur catégorie de poids. Ouais, c'est plus la découverte, quoi. Ouais, mais même des fois, des gens qui ont 3, 4, 5 ans de pratique, tu vois, ils restent sur un petit peu cet état d'esprit-là. Et ils se surveillent pas spécialement en termes de poids, etc. Voilà, ils vont commencer à y penser un mois et demi avant la compète, ils vont passer sur la balance, ils vont dire, tiens, j'en suis, quoi, tu vois. Ça va être juste ça. Et après, voilà, on n'est pas tous sur une pratique compétitive, professionnelle, etc. Et là, c'est juste du récréatif et il faut que ça le reste. Ouais, c'est ça. Et justement pour la préparation physique, donc toi, t'as ton point de vue de préparateur physique. Et est-ce que justement tu aurais quelques informations à donner
au niveau pour la préparation d'un athlète ou d'un sportif, peu importe comment on le dit, entre le travail collaboratif entre justement un préparateur physique et notamment un diététicien du sport par exemple, pour justement préparer un athlète. Est-ce que c'est obligatoire? Est-ce que ça se fait souvent? Tu as des infos là-dessus? Encore une fois, ça va dépendre du niveau de l'athlète, de ses ambitions, de ses possibilités aussi, parce qu'il faut pas oublier que payer un coach et payer un diète, et ben, mine de rien, Ouais, c'est un budget. ouais, Que les sports dont on parle, enfin les sports de combat, je sais que ça brasse un petit peu d'argent, même si à niveau amateur, c'est pas trop le cas. Après, les sports de force, clairement, ça brasse zéro argent. Celui qui pense ouais, faire fortune dans la ou dans la force, faut oublier. Mais non, très clairement. Donc, l'athlète lambda, en fait, il n'a pas toujours les moyens de se payer les deux. Euh, Si c'est le cas, ça peut être une très bonne chose d'avoir un petit peu du brainstorming entre les deux ou plus professionnels qui sont autour. Parce qu'il ouais, peut y avoir, par exemple, un kiné qui peut être rentré dans l'eau ou autre, ça peut être le cas. Et je pense que là-dedans, ça peut être vraiment très intéressant de travailler comme ça, mais à condition de vraiment avoir une communication importante. hmm, J'ai déjà eu le cas où je travaillais avec un athlète, mais qui était suivi aussi en diététique, mais par contre, avec le diète en question, bah, on n'a jamais pu échanger. Et ouais, pour moi, c'était un problème. Moi, je trouvais ça problématique parce que c'était toujours par l'intermédiaire de l'athlète. Alors, ça peut être une façon de travailler, mais je trouve que c'est un petit peu plus délicat pour pouvoir échanger, mettre en place les choses, etc. Tu vois. hmm, Euh, je te dis un truc tout bête, mais alors c'est pas arrivé, mais ça aurait pu, mais que on modifie d'une certaine manière l'entraînement et que ce soit peut-être un petit peu plus euh, contraignant sur le plan physique et physiologique pour l'athlète. Et en parallèle, le diète, il commence à faire un déficit calorique. Tu vois. ah ouais, ouais. Là, on est d'accord. Enfin, je t'ai pris un cas extrême, mais ça deviendrait problématique. Oui, il n'y a pas de Euh, coordination, quoi. voilà, et ça c'est dommage. Quand c'est le cas, je trouve ça dommage. Hmm. C'est pour ça qu'à mon avis, l'échange, alors dans les discussions, l'athlète il doit être inclus évidemment, mais je trouve que c'est certainement la meilleure des solutions et, et ouais, ça me semble être quelque chose de nécessaire de communiquer pour vraiment coordonner les choses, euh, qu'il y ait une cohérence entre les actions de l'un et de l'autre. Ouais, Et parce que de toute façon, faut bien être réaliste. On est là pour l'athlète, quoi qu'il arrive. Donc si entre guillemets on se tire dans les pattes l'un et l'autre, c'est pas bon. ok, Même si c'est involontaire, tu vois. ouais. Ouais, donc vraiment cet aspect communication, enfin du moins quand il y a les deux, vraiment l'aspect communication et Ouais, ouais, coordination. je pense que c'est un truc vraiment nécessaire. Parce que on peut très vite arriver à des choses qui sont pas cohérentes, même si l'un de manière isolée est très bien, l'autre de manière isolée est très bien, mais finalement la synchronisation des deux euh, n'est plus bonne. Ouais, Et c'est un petit peu là où ça devient problématique. En plus, le fait d'échanger, souvent, ça fait effet brainstorming un peu. Donc, les idées de l'un amènent des choses intéressantes à l'autre, etc. Tu vois. hmm, Et je pense que c'est important de le faire comme ça. Mais dans tous les staffs, ça marche comme ça. Hein. Sur, tu vois, la semaine dernière, sur la partie Sport Science, là où je travaille, on a fait un truc un petit peu comme ça aussi. Enfin, moi, je suis plutôt sur la partie recherche appliquée au sport. On a quelqu'un, une ingénieure data qui travaille plutôt sur la partie code, etc. ouais, Et finalement, le brainstorming a amené quelque chose de vachement intéressant. Et là, c'est un petit peu le même principe. Sauf que c'est un prépa et un diète et éventuellement un kiné, enfin bref, mais le principe reste exactement le même. ouais, je pense que c'est quelque chose quand on n'est pas en structure et que c'est quelqu'un vraiment qui prend deux professionnels un peu de lui-même, je pense que c'est quelque chose qui se fait assez rarement de vraiment mettre en contact les deux pros, quoi. C'est assez rare. Et il y a un dernier point aussi sur lequel il faut, alors peut-être pas insister, mais qui est à prendre en compte. Euh, Quand tout le monde s'entend bien, c'est parfait. Mais
si c'est pas le cas, euh, il faut qu'il y en ait un qui puisse prendre la décision, malgré tout, Ouais. de ce qui doit être fait. Euh, alors, moi, pour le coup, je travaille en sport collectif. Celui qui fait ça, c'est l'entraîneur. Mhm. Et c'est lui qui gère la partie technico-tactique, etc. Donc, c'est lui qui prend les décisions, quoi qu'il arrive, qui a, entre guillemets, le veto sur la décision. Si le prépa, il n'est pas d'accord, bah, tant pis. Si le sport scientist, il n'est pas d'accord, ou, etc., tant pis. Bon, le médecin, c'est un petit peu autre chose parce qu'il y a l'éthique médicale derrière. Mais, voilà, le choix qui doit être fait, il est pris par, la décision est prise par quelqu'un. Et dans les sports de force, sports de combat, etc., je pense qu'il doit y avoir aussi cette partie-là. Ouais. Euh, et je pense pour le coup que l'entraîneur et ou le prépa est sûrement le plus à même à le faire, tout simplement parce que c'est lui qui gère l'échéance compétitive. Ok. Ouais. Et ça me semble quelque chose de cohérent. En fait, il faut toujours voir qui gère la finalité, et c'est à ce moment-là, bah, c'est cette personne-là qui, je pense, a la, la, la décision à prendre. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, c'est vrai que c'est un point qui est important, enfin, surtout pour dans les sports où il n'y a pas forcément toujours un diète et un préparateur physique. Quand ça se passe, de Mm. bien prendre le temps de décider, enfin, qui va amener la décision finale, parce que c'est vrai que sinon t'avances pas, quoi. Il y a toujours des avis divergents et tout. C'est ça, le problème, voilà, c'est que finalement, on discute, on discute, on discute, le temps passe, et en fait, on se dit, bah, en fait, non, c'est dans 3 jours la compétition, on n'a toujours rien fait. Enfin, j'exagère, Ouais, ouais, ouais. mais c'est pour illustrer, mais au moins, ça sera pas Et justement, vu que tu parles d'un côté exagéré, etc., d'un scénario qui pourrait être un peu catastrophique, la dernière question que j'avais un peu à te poser, enfin, c'est pas trop une question, mais c'est est-ce que tu pourrais nous donner ton top 3 des erreurs à ne pas commettre lorsqu'on prépare une compétition à sport à catégorie de poids? Ça veut bon, dire c'est une dans vaste le question. désordre en termes, enfin, même si Ouais, t'es pas obligé de dire vraiment ouais. dans l'ordre, Ouais, c'est pas forcément en ordre d'importance, mais ouais, non, non, non. c'est une bien vaste question aussi, ça. Ouais, Euh, déjà, peut-être, alors je vais être, ça va être bizarre ce que je vais dire, mais la première, c'est, je pense, de s'y prendre trop tard, dans le sens où on vise une catégorie de poids et on s'y prend tard pour pouvoir être optimisé dans cette catégorie de poids. ok. Donc, soit par exemple parce qu'on est trop haut pour faire son déficit, comme je disais, le déficit calorique à moins d'un mois de la compète, donc voilà, c'est pas le truc à faire. Ok. Euh, donc ça, pour moi, c'est la première erreur, c'est de laisser passer le temps et de se dire à 3 semaines de la compète, bah tiens, il faudrait peut-être que je pense à perdre un peu de poids pour voilà, dans ma catégorie. Hmm. Euh, pour moi, la deuxième erreur, c'est pour ça que ça peut paraître contradictoire, c'est de s'y prendre trop tôt. Dans le sens trop tôt dans la carrière de l'athlète. Ok. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que commencer à envisager des problématiques de catégorie de poids, etc., alors que le mec, il a fait 2 compètes, euh, est-ce que c'est forcément optimal, enfin, est-ce que c'est forcément nécessaire? Je ne suis pas certain. Euh, la priorité, c'est de réaliser des compétitions d'abord et de chercher la performance ensuite, et pas l'inverse. Ok. Ouais, ça Donc, c'est intéressant comme point. je pense, enfin, je disais 2 compètes, il y a des gens, tu vois, enfin, je vais peut-être être un contre-exemple là-dedans, mais moi j'ai commencé la force athlétique bien avant de faire de l'haltéro. Donc, quand j'ai commencé l'haltéro, ces notions-là de catégorie de poids, d'optimisation, etc., euh, je les connaissais déjà par mon autre sport. Donc Hmm. j'y suis arrivé très vite. Mais, euh, mais quelqu'un qui débute et qui n'a jamais été confronté à ce genre de choses, il ne faut pas l'y confronter trop vite. Ça Ouais. sert à rien. Et si lui commence à s'y confronter, à vouloir y réfléchir, il faut essayer un petit peu de calmer le jeu aussi là-dessus et dire voilà, fais tes compètes, tu verras. Et fais une saison sans te poser de questions et on verra la saison d'après s'il y a quelque chose à faire ou pas, quoi. Ok. En fonction des barres, en fonction des résultats aussi en compétition. Parce que
Alors des fois, il y a des choix stratégiques aussi qui se font. Là, on voit par exemple, il y a les qualifs, il y a les championnats du monde altéro qui sont en ce moment là. Il y a les qualifs pour les Jeux Olympiques où t'as des athlètes qui vont choisir de changer de catégorie parce qu'ils ont plus de chances dans une catégorie que dans une autre. Ouais. Tout simplement. Parce qu'il y a une question de concurrence, il y a tout ça. Euh, donc, ça, c'est des trucs, enfin, je veux dire, c'est des choses qui vont aller très, très, très loin dans la réflexion. Et tu fais pas ça à quelqu'un qui a 6 mois d'altéro, 6 mois de force. Ouais, ouais. Donc, voilà, faut être réaliste dans les ambitions qu'on se donne et euh, dans les objectifs qu'on se donne et aussi dans les manières d'y arriver. Enfin, il y a des choses qu'on fait quand on est débutant, il y a des choses ou sur lesquelles on peut aller plus loin quand on est plus avancé, mais qui sont clairement pas utiles quand on est débutant, etc. Donc, c'est pour ça que je dis, ça peut paraître bizarre, mais voilà, s'y prendre trop tard quand on a un objectif clairement défini, mais s'y prendre trop tôt à définir un objectif très précis dans la carrière de l'altéro ou du forceux qui fait ses compétitions, quoi. Ok. Et en troisième erreur, qu'est-ce que je verrais comme troisième erreur ben, difficile parce que des erreurs, en fait, des petites erreurs, il y en a plein, mais des grosses erreurs. Après, ça peut être une plus petite, mais que tu vois par exemple le plus couramment ou quelque chose comme ça, hein. Ouais. Euh, ouais, peut-être. Alors, ça revient au premier podcast qu'on avait tourné ensemble, c'est sur la Cutwater, mais Ouais. euh, être peut-être un petit peu trop ambitieux la Cutwater et ne pas l'avoir préparé. Ça, je l'ai déjà vu plusieurs fois, des gens qui me disent ouais, j'ai foiré ma cut, pareil, mais est-ce que tu l'as testé avant? Bah, le mec il me dit non. Je dis bah, voilà, peut-être déjà première chose que tu aurais dû faire avant, parce que si tu sais pas où tu vas, ça va être difficile. Et des fois, quand tu grattes un petit peu sur le protocole qu'il a mis en place, bah, tu te dis bah, en fait, ouais, ok, super, mais ça, scientifiquement, ça n'a pas de valeur, en fait, donc c'est pourri. Tu vois, enfin, il y a des choses comme ça où tu dis oui, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais en fait, tu t'aperçois que c'est des pratiques qui sont, c'est un peu ce qu'on disait au tout début du podcast, qui sont très anciennes et basées sur voilà, les habitudes, les expériences de certains, mais qui n'ont pas de valeur derrière Ouais. sur le plan physiologique, scientifique, etc. Et finalement, qui amène un caractère très aléatoire au résultat. Alors que si on se penche un petit peu sur la question, alors il n'y a pas beaucoup de littérature sur le sujet, ça manque à mon sens, mais même si on essaye un petit peu de se focaliser sur les choses qui sont réellement valides et qui sont appuyées, documentées, on ne peut pas trop se tromper au final. Hmm. Généralement, quand on le fait, on essaie de le faire bien. Alors, encore une fois, il ne faut pas être trop ambitieux, il ne faut pas se dire je vais perdre 10 kilos avant de monter sur le plateau, quoi. Ouais. Mais voilà, si on reste dans des proportions qui sont réalistes et qu'on utilise des méthodologies qui sont elles aussi valides et réalistes, logiquement, on ne devrait pas trop se tromper. À condition de l'avoir testé avant, parce qu'il y a aussi une certaine variabilité entre les individus. Et, et par conséquent, certains, dans une même catégorie, vont perdre 1,5% du poids de corps et d'autres vont perdre 3,5%. Pourquoi on ne sait pas trop. Peut-être que ça peut dépendre de leur façon de manger habituellement et qu'ils retiennent plus ou moins d'eau. Tu vois, il peut y avoir des explications comme ça. Il y en a autant que de personnes finalement. Ouais. Donc, c'est pour ça que c'est des choses qui, ok, il y a la validation scientifique des protocoles. On a des valeurs moyennes, on a des choses comme ça. Maintenant, teste-le et prends ta propre valeur moyenne à toi. Ok. Et là, après, on sait sur quoi on réfléchit derrière. Donc, pour moi, c'est cette erreur-là, peut-être que chez des gens un petit peu plus avancés, on la retrouve. Enfin, souvent, c'est des choses qu'on retrouve chez des intermédiaires. Ok.
Les gens qui sont pas totalement débutants ou eux s'en foutent de leur catégorie de poids. De l'autre côté du spectre, on a les mecs avancés qui sont hyper optimisés dans leur catégorie de poids. Alors, je parle toujours en compétitif, pardon, en athlète récréatif. Hmm. J'exclus ceux qui sont équipe de France, pôle, machin. Eux, ils ont un accompagnement qui est bien différent, donc je les Ouais. exclus tout ça. Mais entre voilà, les débutants qui eux s'en foutent de leur catégorie de poids et les mecs un petit peu plus, enfin même beaucoup plus avancés qui, ça fait déjà plusieurs années qu'ils tirent dans la même catégorie, ils commencent à se connaître, etc. Ils ont des protocoles bien établis. Et ceux qui se trouvent dans l'entre-deux, là, c'est là qu'on voit ce type d'erreur, en fait, souvent. Ok. Parce que c'est des gens qui, même s'ils débutent pas dans leur sport, ils débutent dans ce type de système d'optimisation. Et souvent, il y a des erreurs de fait. Bon, généralement, il n'y a pas de conséquences. C'est très rare qu'on voit des conséquences, ou alors c'est le mec qui a fait un déficit calorique hyper agressif qui s'est blessé, tu vois, Hmm. parce qu'il n'a pas managé sa charge d'entraînement en fonction. Euh, on peut avoir des trucs comme ça, mais on va dire, à ma connaissance, c'est le cas le plus grave que j'ai pu voir, c'est ça, c'est une blessure parce que le mec il s'est pas managé correctement. Ok. Ou que son entraîneur ne l'a pas managé correctement, ça peut arriver aussi. Euh, donc il peut, mais j'ai pas vu de trucs comme on peut voir sur certaines compétitions de bodybuilding, tu vois, les mecs qui commencent à s'évanouir sur scène, etc. Ouais. Ou des trucs qu'il y a en sport de combat, des mecs qui font des commotions alors qu'ils ont pris une pichenette, tu vois. Enfin, bref, parce que les types ils sont complètement déshydratés et que donc ça en altéro en force, j'ai pas vu ce genre de choses. Ok. Donc tout ce qui est les 3 heures, du coup, c'est la première, c'est de s'y prendre trop tard, donc pour tout ce qui est atteindre sa catégorie de poids. Ouais, La deuxième, c'est s'y prendre trop tôt, c'est-à-dire on va dire dans son expérience de trop s'intéresser aux catégories de poids trop précocement, on va dire. ouais, Et le troisième, c'est lié à la water cut, tout ce qui est ne pas la tester avant, enfin s'y prendre à l'arrache, etc. ouais, c'est un petit peu ça. Ouais, bah, ouais, s'y prendre à finalement, ça résume assez bien le truc, ouais. Ok, ok. Ben, je sais pas si tu avais un dernier point que tu voulais rajouter par rapport à tout ce qu'on a discuté, peut-être quelque chose qu'on n'a pas trop discuté pour terminer ou Bah, pas. pas forcément, je pense qu'on a plus ou moins bien fait le tour de la question. Après, à voir s'il y a des gens qui auront des questions. Après, s'ils en ont, surtout moi, je pense qu'on pourrait Ouais. essayer d'y répondre, même si on n'a pas forcément toujours les réponses. Ouais, de toute Mais façon, je mettrai sinon, ton Insta en description du podcast, donc si les éditeurs ont des questions, ils viendront vers toi, ouais, clairement, ouais. y a pas de souci. Il n'y a aucun souci. Ouais. Mais je pense, oui, que globalement, on a fait un petit peu le tour sur ce sujet-là. Ouais. Ouais, bah en tout cas, je te remercie beaucoup pour avoir pris le temps de répondre aux Bah, je questions. t'en prie. Et puis merci à toutes les personnes qui ont écouté jusqu'au bout. Et n'hésitez pas à aller suivre Marius sur sa page Instagram, donc je mettrai ton Instagram. Et sinon, Alors, à la prochaine pour un nouvel épisode. Allez, ciao! salut!